Bonjour à tous, chers membres, chers humains. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par laquelle, la bonne ou la mauvaise? Allez, je vais commencer par la mauvaise. C'est la fin d'un système. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave parce que c'est pas le nôtre. C'est la fin d'un monde fait de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Nous ne reconnaissons pas les valeurs créées de toutes pièces. Nous ne reconnaissons pas un monde fait d'illusions. Permettez-moi, chers êtres humains, où que vous soyez d'ailleurs en ce moment, en Europe, en Afrique, dans l'Orient, en Amérique, en Fédération russe, en Australie, peu importe, permettez-moi de vous féliciter au nom de Terre, Humanité et Éthique, THE, ainsi qu'en mon nom, de faire partie de ce mouvement de citoyens du monde, d'être arrivé à THE et d'écouter mon témoignage sur les valeurs associées à la Terre, dont nous sommes, faut-il le rappeler, les locataires. Ces valeurs sont la terre, l'humanité et l'éthique. La terre ou la source, l'éthique ou la moralité. J'expliquerai dans un instant ce que cela implique, comment ces trois valeurs vont complètement changer la face du monde, en particulier toutes les décisions politiques. C'est même bien au-delà du changement. Ces trois valeurs vont casser et exploser les codes. Le monde ne sera plus le même, ce sera un autre monde, le nôtre, et ça, c'est une bonne nouvelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais entrer progressivement dans ce nouveau monde, dans notre Eldorado. Et dans la presse, dans l'opinion publique, je vois depuis hier surtout que tout le monde cherche un petit peu ce nouvel Eldorado. La presse, l'opinion publique, sentent bien qu'il existe quelque chose de tout proche, que le changement va arriver bientôt, mais je n'ai encore vu personne mettre véritablement le doigt dessus. Pour moi, toutes les propositions ne sont pas idéales. Il y a de bonnes propositions, mais bon, on peut faire mieux, je pense. Nous allons le débusquer, ce nouveau monde. Alors, je vous propose de partir à la chasse. On va aller à la chasse au trésor ensemble. Imaginez que vous êtes dans votre jardin et qu'en bêchant, vous y trouviez un trésor. À qui appartient-il? Certains vont dire c'est ma propriété, donc ça m'appartient. Et d'autres vont dire bah, ça ne m'appartient certainement pas, je vais appeler le musée par exemple. Ou le reste dira bah, c'est 50 pour moi, 50 pour l'État. Et je pense que le plus proche de la vérité, c'est celui qui aura dit 50-50. Et en fait, le trésor en lui-même appartient à l'État. Sauf que l'État devra céder la moitié de sa valeur à celui qui l'a trouvé, à titre de récompense et de dédommagement. Au final, c'est bien du 50-50, là on est d'accord, mais dans les faits, le trésor appartient à son véritable propriétaire, qui est l'État, et la personne qui aura extrait le trésor du sol devra rendre la moitié de sa valeur à son propriétaire. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve que cette transaction est équitable. Le trésor appartient à l'histoire humaine et il n'est pas étonnant qu'il revienne à une communauté ou un pays. Il est équitable aussi que la personne ayant trouvé ce trésor soit récompensée pour sa trouvaille. Donc 50-50, c'est honnête et juste, à mon sens. Une parité parfaite, l'État d'un côté et la personne de l'autre, chacun ayant des intérêts à défendre de manière plus ou moins équivalente. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de l'immoralité du culte voué à l'argent. C'est une histoire véridique de Pierre et Anne. Bon, elle est remasterisée un peu à la sauce financière actuelle. Pierre et Anne vivent dans un hameau paisible. Ils ont 3 enfants. Ils sont loin de tout, mais ça ne les dérange pas trop. Ils ont besoin de rien, en fait. Ils sont cultivateurs dans leur toute petite exploitation. Ils vivent en complète autonomie. Et un jour, lorsque Pierre était occupé à réparer sa charrue de bois, un commerçant inconnu, Jack, passait par là avec une charrue d'un tout autre modèle. Pierre n'en avait jamais vu de pareille, elle était faite d'une matière qu'il ne connaissait absolument pas, et Jack dut lui expliquer que c'était du fer, et que le fer se trouvait dans certains cailloux qu'on pouvait extraire facilement de la terre. Pierre a été immédiatement conquis lorsqu'il a essayé la charrue. Ils ont conclu très vite une affaire. Jack est reparti avec ses fromages et sa bière, et puis il est reparti aussi démarcher d'autres clients. Quant à Pierre, il s'est toujours félicité de cette transaction. Ensuite, ils ont eu un autre deal. Sauf que Jack, qui devait partir pour un long voyage, refusa les denrées de Pierre et lui demanda de l'argent, car il ne savait pas conserver les denrées ni les transporter. Mais Pierre, lui, ne savait pas du tout ce qu'était l'argent, et Jack, encore une fois, dut lui expliquer. Ce n'est pas bien grave, dit Jack. Va chez le fermier, dans le village à côté, il cherche un gars pour l'aider quelques jours, et en échange, il va te donner de l'argent.
Quand tu en auras suffisamment, tu reviendras me trouver et on pourra conclure. Et c'est ce qui se passa. Pierre travailla pour le fermier et il revient avec son argent pour conclure avec Jack. Pierre, encore une fois, bien que un peu plus agacé, s'en félicitait malgré tout. Jusqu'au jour où tous les outils que Pierre avait acquis cédèrent les uns après les autres parce que Jack, lui, c'était un petit malin, hein. Il connaissait déjà l'obsolescence programmée. Et comme c'était programmé, Jack était fin prêt avec son stock plein pour Pierre, mais aussi pour les autres. Seulement, quand Pierre alla le trouver pour un arrangement, il n'eut pas le choix car il avait entre-temps jeté et brûlé ses outils de bois. Jack lui répondit: «Écoute Pierre, désolé, je n'ai pas de stock et je dois remettre mon outil de production en route spécialement pour toi, et donc je ne saurais pas les vendre pour le même prix, ce sera 2 fois plus cher.» Et Pierre, bien que très embêté, dut accepter la proposition de Jack, avec toutefois la possibilité de rembourser Jack mensuellement. Pierre dut retourner, bien entendu, chez le fermier pour lui demander du travail, mais malheureusement, la place était déjà prise par un autre gars qui était exactement dans la même situation que Pierre. Et Pierre n'eut pas d'autre choix que de vendre sa petite exploitation, partir en ville avec sa femme et ses enfants et se chercher du travail. Quant à Jack, il est devenu très riche et ce qu'il a fait dans les hameaux, il a fait aussi en ville avec des plus grosses sociétés, dont la société dans laquelle travaillait durement Pierre, qui perdit à nouveau son travail. Pierre sera ainsi poursuivi par Jack tout au long de sa vie. Pierre va devenir de plus en plus pauvre et Jack de plus en plus riche. Et voilà, chers membres, avec cette petite histoire, je suis désolé pour les plus érudits qui n'aiment pas les histoires, mais moi j'aime bien d'illustrer avec des petites histoires. Voilà comment ce geyser d'abondance et d'immoralité basé sur le culte de l'argent a donné dans cette petite histoire naissance à au moins une bonne douzaine de problèmes. À l'exploitation des ressources terrestres sans en payer le prix, à briser un équilibre de vie sain de la population, à pousser de manière perverse les peuples à la surconsommation, engendrant une fois de plus à l'épuisement des ressources sans régénération, et pire encore, à la mauvaise tenue de la santé de la terre. Nous sommes de mauvais locataires. À la mise au travail forcé du peuple qui doit abandonner ses valeurs, à la mauvaise qualité des produits, à l'obsolescence programmée qui est pour moi une catastrophe. C'est peut-être pour l'instant, dans le système actuel, une simple loi de l'offre et de la demande, mais dans le nouveau système de valeurs, qui est basé sur les ressources ici, eh bien, ce sera considéré comme un crime contre l'humanité. Voilà. La manipulation de l'offre et de la demande, qui n'est pas une loi universelle telle qu'on l'enseigne à l'université, c'est même la première leçon qu'on enseigne à l'UNIF, c'est l'universalité de la loi de l'offre et de la demande. Et il y a toute une théorie qui est basée sur cette universalité, et c'est une loi qui pourtant est construite de toutes pièces, une illusion basée sur le culte de l'argent. C'est une loi qui n'existe pas. Aux déchets aussi excessifs, à la pollution des sols, des sous-sols, des rivières, des mers, des déchets, il y a même des déchets dans l'espace, alors là, on est vraiment très fort. À l'inflation des prix, qui n'existe que parce que le culte de l'argent existe, au chômage, qui n'existe que parce qu'il y a une mise au travail forcé et que parce que le culte de l'argent existe, aux faillites des personnes et des familles entières, aux injustices sociales, à l'écart honteux entre les riches et les pauvres. Au départ, l'argent a été créé pour faciliter les échanges et stocker une épargne impérissable. Le problème, c'est que le créé devient le créateur dans le système actuel. L'argent se trouve tout au-dessus de la pyramide et comme si ça ne suffisait pas, il y a encore ce geyser d'abondance et d'immoralité qui jaillit de la pointe et c'est finalement le sang de la terre et de l'humanité qui coule. Eh bien, ce système, nous n'en voulons plus. Jack est-il punissable sur toute la ligne? Non, pas sur toute la ligne, mais quasiment. Il y a quand même du bon dans Jack.
dans le fait d'avoir trouvé son trésor dans les sous-sols de la Terre et de l'avoir utilisé pour améliorer, dans un premier temps, améliorer la condition de vie sur Terre. Pour cela, Jack mérite sa récompense. Là où le bas blesse, c'est lorsque Jack ouvre un robinet d'abondance, il voue un culte à l'argent, et dans ce robinet d'abondance, il n'y a plus cette notion de trouvaille ni de récompense, et ça devient immoral. Eh bien, ce principe que nous appellerons la règle du trésor, nous allons l'appliquer aussi dans l'économie mondiale. Toute personne, toute entreprise privée ou publique qui puise dans les ressources de la Terre, dans son sous-sol, dans ce qui est au-dessus du sol, dans l'atmosphère, dans l'espace proche et même dans le Soleil, on y reviendra peut-être plus tard, tout qui puise dans ses ressources devra en payer le prix à son propriétaire, c'est-à-dire la Terre. Qui puise paye, qui épuise payera davantage, sans aucune distinction entre les pays et les cultures. Revenons quelques instants à notre groupe public THE. Parlons faisabilité d'un mouvement citoyen. Tout le monde sait maintenant que depuis cette pandémie, les gouvernements ont besoin de divers experts pour prendre des décisions importantes. Cette expertise, ce savoir, il est dans l'humanité, il est dans le peuple. On connaît maintenant les plus grands virologues, épidémiologistes, médecins ou biologistes du monde, mais il n'y a pas que dans ce domaine de la médecine. Toutes les disciplines sont représentées dans l'humanité et dans les peuples. Et l'expertise ou la puissance de l'humanité est d'un très très haut niveau, bien au-delà du maximum de la capacité humaine d'un seul être. Autrement dit, poser une question à l'humanité, c'est l'assurance d'avoir la meilleure réponse possible. Cette puissance, nous devons l'utiliser rapidement et bien avant la fin de la crise Covid-19, parce que si l'humanité ne fait rien maintenant, dans quelques jours, il sera trop tard. L'humanité sera à nouveau endormie et surtout, les divers puissants du monde, eux, ne vont pas dormir du tout. Ils vont préparer leur riposte qui auront toujours pour but de cadenasser le système actuel pour maintenir une hégémonie du pouvoir. THE, Terre Humanité Éthique, ne s'intéresse pas que à la Belgique, mais il s'intéresse au monde entier, et plus particulièrement à toute la francophonie. Mais on va discuter dès maintenant, pour toucher un public plus large, nos amis anglophones, hispaniques, arabes, italiens, etc. Ne nous mettons pas dans l'énergie de la contestation, dans l'énergie du contre. N'attendons pas qu'on fasse des propositions pour ensuite les contester sans cesse et se mettre dans un refus systématique. En effet, tout ce qu'on arrivera à faire dans ce cas, c'est de s'enfermer dans des débats inutiles. Nous allons nous user et user les autres. Il ne faut surtout pas se défendre dans un conflit, mais il faut se battre pour imposer un idéal, un monde plus juste, et ça, quel qu'en soit le prix. L'humanité va apporter une commission internationale de régulation du monde, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant, en nous connectant d'abord les uns aux autres, et ce, afin que puisse se cristalliser une intelligence collective, afin que se cristallise l'expertise et la puissance de l'humanité, de l'ensemble des peuples, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur religion ou leur système de valeurs propres. Dans le nouveau système de valeurs mondial qui sera immanquablement basé sur les valeurs liées à la Terre, à l'humanité et à l'éthique, nous allons devoir réguler certains flux financiers. Un pays qui va favoriser les ressources terrestres sera récompensé. Un pays qui va épuiser les ressources sera pénalisé. Un pays qui fournira un bien-être à sa population, matériel ou immatériel, sera récompensé. Un pays qui va brider, exploiter, sa population sera pénalisée. Un pays qui sera de bonne éthique, de bonne moralité en ayant un contrôle sur, par exemple, cette fontaine d'abondance sera récompensé, et un pays qui continuera à naviguer dans l'immoralité sera pénalisé. L'un n'empêchera pas l'autre. Un pays pourra recevoir une récompense dans un domaine et une pénalité dans une autre. Pour mettre en place cette commission, nous avons besoin de toute l'expertise de l'humanité, de toutes ses forces vives. Nous devons être à la hauteur et être au maximum du potentiel humain. Et cela sera directement proportionnel au nombre de connexions entre tous les êtres humains sur Terre. Nous savons, au moins, ce qui ne fonctionne pas. C'est un monde construit sur le culte de l'argent, une illusion construite de toutes pièces. C'est en fait la plus grande manipulation de tous les temps. Construisons pour les générations à venir un monde avec de vraies valeurs, contrôlables, vérifiables et surtout réelles. Travaillons de pair avec les pays,
Pour mettre en place cette commission internationale de régulation, entrons à la table de négociation dès aujourd'hui. Partagez les publications et surtout, invitez vos amis à rejoindre THE. Dans la philosophie de fonctionnement de la Commission internationale de régulation, une partie de ces finances servira à la régulation sur les trois valeurs fondamentales, la terre ou les ressources, l'humanité, l'éthique ou la moralité. Et le but, c'est qu'à terme, le bilan soit nul. Donc, la somme des pénalités reçues d'un pays devra être égale à la somme de ses récompenses perçues. À ce moment-là, la Commission considérera que le pays est adulte, qu'il est capable de s'autogérer et qu'il est digne d'exister sur Terre. Nous relâcherons la pression en le laissant gérer seul ses relations nationales et internationales. Cependant, il sera toujours tenu de fournir ses chiffres et ses indicateurs de performance concernant les trois valeurs fondamentales du monde, de telle sorte que la Commission puisse reprendre à n'importe quel moment son rôle de régulateur. Outre ces flux financiers de régulation, la Commission internationale, dans le chef de sa représentation de la Terre, recevra les revenus liés à l'exploitation de ces ressources. C'est la règle du trésor trouvé. Et avec ces revenus, il réinjectera entièrement ou quasi entièrement, puisqu'il devra faire face à ses propres frais de fonctionnement, il les réinjectera dans les grandes injustices et les grands crimes contre l'humanité, tels que la suppression de la faim dans le monde, les droits de l'homme, le trou dans la couche d'ozone, la régénération de ses propres ressources terrestres, etc., etc., etc. Prenons un exemple concret de résolution politique suivant ces nouvelles valeurs, terre, humanité, éthique. Un sujet on ne peut plus d'actualité, la sortie de la crise Corona. Qui va payer la crise? Avec 4 millions de travailleurs, j'estime que le revenu brut de l'ensemble des travailleurs ne dépasse pas 150 milliards d'euros en Belgique. Je ne connais pas exactement les chiffres, mais ces 150 milliards sont à l'image de la quantité de ressources puisées à la terre, sans compter l'épargne des personnes qui est hors circuit, mais ne compliquons pas les choses, retenons juste le raisonnement. 150 milliards de puisements dans les ressources de la terre. Passons à l'État maintenant. Le revenu national brut de la Belgique, qui représente ses rentrées d'argent, est de 600 milliards d'euros. Ces 600 milliards d'euros sont aussi à l'image de la quantité de ressources puisées dans la terre. La responsabilité du peuple, selon ce premier système de valeurs, la conservation des ressources, elle est de 20%, et celle de l'État et de l'ensemble des entreprises, elle est de 80%. Dans le deuxième système de valeurs, l'humanité, la responsabilité sera portée exclusivement par l'État et les industries pharmaceutiques pour le crime contre l'humanité commis, et ça me semble bien normal, à tort partagé, 50% pour l'État, 50% pour l'industrie pharmaceutique. Dans le troisième système de valeurs, maintenant la moralité, l'éthique, j'estime que le peuple, dans ce crime contre l'humanité, du robinet d'abondance, étant donné que le peuple s'appauvrit au profit des plus riches, en fait, le crime d'immoralité ne profite qu'aux riches, eh bien, nous estimons que la responsabilité du peuple dans cette immoralité est nulle, celle de l'État et des entreprises, de l'ensemble des entreprises est de 100%. On va dire que les torts sont partagés aussi, 50% pour l'État et 50% pour les entreprises. En faisant le total des diverses responsabilités, en ramenant tout sur 100%, on peut établir le partage des responsabilités. Pour le peuple, elle sera de 6,6%. Pour l'État, elle sera de 46,7%. Pour l'ensemble des entreprises, y compris l'industrie pharmaceutique, elle sera de 30%. Et une pénalité supplémentaire pour l'industrie pharmaceutique uniquement de 16,7%. Alors, pour le peuple, ça représente 10,3 euros par mois pendant 2 ans, ou une somme totale de 247,5 euros. C'est une somme moyenne qui, bien sûr, peut varier en fonction des salaires. Pour les petits salaires, ce sera moins. Pour les gros salaires, ce sera un peu plus. Voire pour les très petits salaires, la participation sera nulle. Voilà, donc 247,5 euros pour les 2 ans par travailleur, ou 10,3 euros par mois pendant 2 ans. Pour l'État, ça va représenter 7 milliards d'euros. Pour l'ensemble des entreprises, y compris l'industrie pharmaceutique, ce sera 4,5 milliards d'euros. Et une pénalité supplémentaire pour l'industrie pharmaceutique de 2,5 milliards d'euros
pour autant que le coût total de la crise Covid-19 soit de 15 milliards d'euros. Aucun chef d'État ne sera admis dans la commission pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Cette commission sera exclusivement composée par les divers représentants de l'humanité, hors chef d'État et hors politiciens. Voici donc un exemple concret de résolution politique basée sur nos 3 nouvelles valeurs que je n'ai pas choisies. Elles se sont imposées naturellement parce que ce système est naturel, sain et respectueux. Ces 3 valeurs, terre, humanité, éthique. Voilà, je vous remercie encore une fois d'inviter vos amis. Nous avons besoin du plus grand nombre pour atteindre l'expertise. Je souhaite à tous le meilleur, à tous les humains, à tous les pays, chefs d'État et gouvernements, à tout parti politique, quel qu'il soit. Merci, invité, et à bientôt sur THE.